Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle page de culture. Aujourd'hui, nous allons voir le tour du monde de Fernand Magellan. Le tour du monde, ou presque. Au début du XVIe siècle, plus personne en Europe ne doute de la rotondité de notre planète bleue. Même pas l'Église, c'est pour vous dire. Cependant, personne n'a encore pu le prouver. Pour ce faire, le plus simple est bien sûr d'envoyer des marins vers l'Est, en direction de l'Amérique, afin qu'ils reviennent de l'Ouest en contournant l'Afrique. Ainsi, la preuve sera irréfutable. C'est donc très simple, mais également très compliqué. D'abord, parce qu'on ne sait pas comment contourner l'immense barrière que constitue le continent américain. Ensuite, parce qu'on ne connaît pas vraiment la dimension du Pacifique. Un navire de l'époque peut-il emporter suffisamment de vivres pour la traversée de cet immense océan? Il faudrait être fou pour tenter une telle odyssée. Ce fou portera un nom, celui de Fernand de Magellan. Fernand est né dans une famille de la petite bourgeoisie portugaise en 1480. À 7 ans, il suit des études monastiques et à 12, il est admis comme page à la cour de la reine. Il étudie alors très sérieusement les mathématiques, la navigation et la cartographie. On remarque très vite ses grandes capacités et dès lors, il brûle les étapes. Le roi le nomme à la tête d'expéditions commerciales vers l'Afrique et l'Asie. En 1505, à l'âge de 25 ans, il s'embarque avec Francisco Almeida, le vice-roi des Indes orientales. Il concourt ainsi au renforcement de la présence portugaise en Inde en prenant part au combat contre les musulmans indiens et sera même blessé à Cananor sur la côte de Malabar. Il s'essaie également au commerce du poivre, participe à l'attaque de ports musulmans sur les côtes d'Afrique orientale en vue d'y installer des comptoirs portugais. Vers 1507, il repartit pour la côte de Malabar et défendit la place forte de Goa, attaquée par des pirates. Ce siège dura près de 3 ans. Mais Magellan tint bon et revint au Portugal en véritable héros. En 1512, notre aventurier part combattre les Maures au Maroc et est blessé au tendon, ce qui le fera boiter pour le reste de sa vie. Une sombre affaire d'enrichissement personnel ternira sa réputation auprès du roi, qui lui retirera sa confiance. Il s'installe donc en Espagne et commence à être obsédé par l'idée d'un éventuel passage au sud du continent américain dont il a vaguement entendu parler par des marins au long cours. Comme pour beaucoup de passionnés, cette idée fixe ne tarde pas à se transformer en rêve. Il lui faut désormais trouver un mécène pour financer ce périlleux et coûteux voyage. Ce mécène ne sera pas n'importe qui. Il s'agit de Charles Ier d'Espagne, le futur Charles Quint. Non que la passion et les rêves de Magellan se fussent montrés suffisamment contagieux pour instiller dans la pensée du monarque cette odyssée, mais plutôt parce que l'Espagne ne pouvait se rendre dans la riche Asie en contournant l'Afrique du fait des accords du traité de Tordesillas de 1494. Cette éventualité d'accéder au Pacifique par l'ouest était donc suffisamment séduisante pour tenter l'aventure. Sanlúcar de Barrameda, près de Séville, fut choisi comme port de départ pour l'expédition qui serait composée de 250 marins espagnols et portugais répartis sur 5 navires, la Victoria, la Trinidad, le San Antonio, la Concepción et le Santiago. Le 20 septembre 1519, Magellan quitte le port à bord de la Victoria et met le cap vers les Canaries. Le plus ambitieux voyage de l'histoire de l'humanité, jusque-là, venait de commencer. Mais ce périple ne sera pas une promenade de santé, comme vous allez le voir. Tout d'abord, Magellan commit l'erreur de s'entourer d'officiers espagnols, qui méprisaient ce Magellan, issu de la petite noblesse et qu'il considérait comme un étranger. Dès que la flotte doubla l'archipel des Canaries, Juan de Cartagena, le capitaine du San Antonio, prit la tête d'une mutinerie qui ne visait rien de moins que l'assassinat de Magellan. Ce dernier parvint à retourner la situation et mit Cartagena au fer sur la Victoria. Aux problèmes humains s'ajoutent les problèmes naturels, des périodes de calme plat avec absence de vent, suivies de terribles tempêtes, comme on en voit souvent dans l'Atlantique Sud. Ceci altérait également le moral des marins déjà émoussés par la tentative de mutinerie. C'est donc avec soulagement que le 15 décembre, l'équipage mouilla l'ancre dans la baie que Magellan baptisa Porto de Santa Lucia, l'actuel emplacement d'une ville qui n'est autre que Rio de Janeiro.
Après avoir refait le plein d'eau douce et de nourriture, l'équipage repart vers le sud à la recherche de cet hypothétique passage. À la mi-janvier, la flotte atteignit l'embouchure d'un large canal. Magellan est persuadé qu'il s'agit du passage vers le Pacifique qu'il recherche et envoie Juan Serrano en reconnaissance à bord du Santiago. Mais c'est la déception. Il s'agissait en réalité de l'estuaire d'un fleuve, l'actuel Rio de la Plata. Magellan continue sa quête en longeant les côtes de la Patagonie. Le 31 mars, l'équipage jette l'ancre dans l'actuelle baie de San Julián pour passer l'hiver austral. Jamais un Européen ne s'était aventuré aussi loin vers le sud. La faune étrange, manchots, morses, éléphants de mer, fait craindre aux marins l'attaque d'un monstre. Les vivres commencent à manquer et à la fin du mois d'avril, un autre capitaine espagnol, Gaspar Quesada, prit la tête d'une nouvelle mutinerie et libéra même Juan de Cartagena pour l'aider dans son entreprise. Mais la majorité de l'équipage resta fidèle à Magellan et la révolte fut encore une fois écrasée. Quesada fut condamné à mort et exécuté. D'autres meneurs sont exécutés, mais Magellan amnistie une cinquantaine de mutins. Alors, non par bonté d'âme, mais parce qu'il avait besoin de suffisamment de marins pour poursuivre l'expédition. Magellan explora la Patagonie, mais perdit le Santiago qui s'échoua. En octobre, enfin, les navires reprirent leur route en abandonnant Cartagena sur place avec une épée et un peu de pain. Fin octobre, ils doublent le cap des Vierges et découvrent un chenal qui pourrait bien correspondre au passage qu'ils recherchent. Magellan ne s'enflamme pas, il s'est déjà trompé une fois. Il envoie le San Antonio en éclaireur, mais l'équipage déserte et rentre en Espagne avec 55 hommes. Magellan décide alors de tenter sa chance et s'engouffre dans le détroit qui portera son nom. La traversée est difficile, car c'est un endroit où les eaux de l'océan Atlantique se mêlent à celles de l'Atlantique, du Pacifique, provoquant des vagues pyramidales pouvant briser un navire, ainsi que des tourbillons et des courants contraires très dangereux. Magellan baptisa l'île qui se trouvait au sud de la Terra del Fuego, la terre de feu, en raison des volcans en activité qui la parsèment. Le 27 novembre, après 580 km éprouvants, les 3 navires restants sortirent enfin de ces véritables Symplegades pour aboutir dans un océan qui paraissait tellement calme en comparaison du détroit de Magellan que le commandant portugais le baptisa Océan Pacifique. Il donna aussi au cap qui marquait la fin du détroit le nom très symbolique de Cap du Désir. Ces indices toponymiques nous prouvent, s'il le fallait, l'ardente envie de l'équipage de quitter ce dangereux détroit. Magellan avait réussi son pari. Il ne lui restait plus qu'à rentrer chez lui. Problème. Personne n'est jamais parvenu à traverser le Pacifique. On ne connaît pas sa taille ni la durée de la traversée. Magellan a bien une petite idée. Il sera très, très loin de la réalité. Plus d'un mois plus tard, les 3 navires n'ont toujours pas croisé la moindre terre. Pourtant, d'après ces cartes, il aurait déjà dû arriver à l'archipel des Moluques. En fait, par manque de chance, Magellan est passé juste entre les îles Marquises et Tahiti, où il eût pu se réapprovisionner. Presque 2 mois après avoir franchi le cap du désir, les marins en sont réduits à se nourrir de cuir de bœuf bouilli. Ils ont tellement faim que les rats sont considérés comme une friandise. Le scorbut fait son apparition. Les marins commencent à perdre leurs dents. On a retrouvé un témoignage de marins qui précise qu'il leur faut manger une poudre de biscuit tournée en poudre, pullulant de verre et souillée d'urine de rat. L'eau qu'ils boivent est jaune et infecte. S'il avait su à ce moment-là qu'il n'en était même pas à la moitié du voyage. Le 21 janvier, ils aperçurent enfin une terre, probablement l'archipel des Tuamotu. L'équipage put enfin se reposer et refaire provision de vivres. Le 13 février, il passe l'équateur. Le 4 mars, Magellan fait escale dans l'île de Guam. Il la baptise Ladrone, l'île des voleurs, car les indigènes ont tenté de dévaliser les marins. Le 16 mars, il touche terre aux Philippines. Magellan a réussi un deuxième exploit. Après 3 mois et demi de navigation, il vient d'achever sa traversée du Pacifique. Il décide de se reposer sur cette terre qui semble accueillante.
D'autant que les autochtones semblent peu farouches et enclins à se convertir au catholicisme. Mais l'amour de la religion n'est pas la seule raison de l'attrait de Magellan pour cet archipel. En effet, les indigènes portaient des bijoux en or, et les Espagnols et les Portugais se montrèrent fort intéressés à savoir d'où provenait cet or. Il visita plusieurs îles, mais ne découvrit jamais d'or. En revanche, il parvint à convertir de nombreux chefs de tribus, mais certains résistaient, comme Lapalapu de Mactan. Magellan décida d'organiser une expédition punitive pour qu'il serve d'exemple. La bataille fut un véritable massacre. Magellan fut tué, et les hommes se retrouvèrent livrés à eux-mêmes, ouvrant une période d'anarchie où les marins survivants survécurent par le meurtre et le vol. Finalement, le lieutenant Juan Sebastián del Caño fut élevé au rang de chef. Il fit brûler la Concepción, qui n'était plus en état de voguer, et repartit vers l'ouest. En novembre 1521, il fit halte dans la baie de Ternate, aux Moluques, et laissa la Trinidad et 50 hommes d'équipage réparer une voie d'eau. Ils repartirent 4 mois plus tard en direction de l'est pour tenter vainement d'atteindre Panama. Ils seront retrouvés par un navire portugais. À bord, il ne reste plus que 20 hommes épuisés. Pendant ce temps, Del Caño fit route vers l'océan Indien par le détroit de Malacca et passa le cap de Bonne-Espérance en mai 1522. La Victoria retrouva péniblement au port de Sanlúcar de Barrameda le 6 septembre 1521, près de 3 ans après son départ. Il ne reste plus que 18 survivants sur les 250 hommes qui étaient partis. La vente des épices ramenées sur le bateau ne parvient pas à couvrir les frais engagés, mais la Trinidad est le premier navire à accomplir une circumnavigation. Alors certes, Magellan n'a pas vraiment accompli un tour du monde, contrairement à son lieutenant Del Cano, mais il fut l'artisan de cette incroyable entreprise et a prouvé que la terre était ronde. Il mérite donc de figurer dans les livres d'histoire et puis, à y bien réfléchir, durant ces jeunes années, Magellan avait voyagé jusqu'à Malacca, non loin du lieu de sa mort. Donc, comme de là, il est rentré en Europe et qu'il a ensuite entamé son tour du monde avant de mourir aux Philippines, nous pouvons considérer qu'il a fait son tour du monde en quelque sorte. Grâce à lui, l'Espagne a ouvert une nouvelle voie pour le commerce lucratif des épices. Mais ceci est une autre histoire. Je vous remercie et à très bientôt.